Bonjour et bienvenue sur ce 8e podcast Passion démentielle. Je suis Gaël Roch de C'est Démentiel Magazine et aujourd'hui, nous sommes accueillis par Jean-Charles Bordary. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Très bien. Et toi ? Très bien, regarde, on est bien reçus. On est dans un joli cadre. Et donc aujourd'hui, on va te présenter rapidement. Pour ceux, alors il y en a qui te connaissent déjà, mais pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc qui tu es ? Eh bien, je suis un homme qui aura 76 ans au mois d'octobre. D'accord. Et qui est né le 23 octobre 1948. Je m'appelle Jean-Charles Bordary, j'ai exercé plusieurs métiers, j'ai beaucoup été dans le monde associatif et le bénévolat, ainsi que dans l'humanitaire. Et puis, comme je m'ennuyais maintenant que je suis à la retraite, je me suis mis à écrire des livres. Alors quand je dis des, bien sûr à des il y a un S, mais j'écris 2 livres, donc c'est un pluriel. Oui. Mais je suis en train de terminer le 3e. Très bien, beau parcours, du coup. Ben, c'est pour ça que tu es sur ce podcast, parce que, comme je te disais hors caméra, c'est un podcast de passionnés. Et il me semble que tu as eu une carrière de passion. Voilà. J'ai été plutôt un homme passionné. Passionné. Et passionné dans bien des domaines. Oui. Y compris les femmes que j'ai aimées, j'en ai été passionné. Ça, c'est à peu près naturel. Oui. C'est la biologie qui génère ce genre de, comment dirais-je, de réaction. Mais j'ai été passionné de mon métier de militaire, j'ai été passionné de mon métier d'assureur, j'ai été passionné de mes activités culturelles lorsque je pilotais le festival de jazz de Montauban, le festival Tout Feu Tout Femme, les actions humanitaires que j'ai menées avec le Rotary, puis la société de communication événementielle que j'ai créée, ça doit faire à peu près une dizaine d'années maintenant, et qui m'a permis de piloter un prix littéraire qui m'avait été commandé par le groupe Matmut. Oui, d'accord. Alors, pour parler de ton parcours, au départ, tu as commencé à l'armée. Oui, mais avant, j'ai suivi de longues études qui m'ont conduit au certificat d'études primaire. C'est le seul examen que j'ai avec le permis de conduire. Et ensuite, ce sont les études qui m'ont poursuivi, mais qui ne m'ont jamais rattrapé. Et donc, à un moment donné, il fallait travailler. Alors, c'était soit l'usine, j'avais pas trop envie, soit l'aventure, et l'armée m'a ouvert les bras, et j'y suis allé avec enthousiasme, et j'y suis resté pendant 19 ans. Et je dois dire que tout ce que je n'avais pas appris à l'école, je l'ai appris à l'armée, dans un cadre qui me convenait parfaitement, avec suffisamment d'énergie, suffisamment de discipline éclairée, je précise, oui. Et une solidarité entre les hommes tout à fait exceptionnelle, en particulier dans les moments un peu tendus que l'on peut connaître lorsque l'on va outre-mer oui, chatouiller des choses un peu chaudes. Oui. Bah, du coup, tu étais sur le terrain ? Oui, bien sûr, aussi. Ah oui. Oui. Mais quand on est militaire, on fait toujours une période terrain, où là, on a l'image du guerrier, entre guillemets, et puis il y a aussi des périodes où on est plutôt administratif, parce qu'il faut aussi de l'administration pour gérer l'armée. Pour gérer l'armée, oui, bien sûr. Donc j'ai fait les deux. Du coup, l'armée t'a apporté une discipline. Une structure. Une structure. Et le sens de l'organisation, et cela m'a beaucoup servi par la suite. Oui, donc tout ce que tu as entrepris par la suite ? Oui, j'ai appliqué des méthodes d'organisation que j'avais apprises à l'armée. Oui, d'accord. Et qui est tout à fait transposable à l'univers civil. Par exemple, puisque tu as connu le festival de jazz, oui. J'ai géré le festival de jazz et j'ai mené les bénévoles comme l'on mène des militaires, en leur montrant quelle était leur responsabilité. En l'occurrence, leur responsabilité, c'était de servir l'événement pour lequel ils s'étaient engagés, donc le festival de jazz, et non pas se servir du festival de jazz. Oui, c'est pas pareil. Et ça, quand on l'explique aux jeunes, si on leur explique clairement, ils le comprennent. Alors, lorsque j'entends aujourd'hui la jeunesse, il suffit de leur expliquer les choses, les jeunes y comprennent. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Donc, j'ai appliqué avec eux ce que j'ai appris à l'armée, et ça s'est remarquablement passé.
bien sûr. Puisque s'agissant du nombre de bénévoles, chaque année j'étais obligé d'en refuser parce que j'en avais trop. Il paraît qu'aujourd'hui il y a une crise du bénévolat. Cherchez l'erreur. Vous savez, comme quoi. Et donc, suite à l'armée, tu as fait quoi après? Alors, suite à l'armée, j'ai voulu faire de la promotion immobilière. D'accord. Alors, j'ai commencé, mais comme je n'avais pas de culture d'entreprise, j'ai fait de l'immobilier en investisseur privé. D'accord. Donc, j'achetais un immeuble, je le restaurais, je louais les logements. Ok. Et là où c'est devenu difficile, c'est la relation avec les locataires. Parce que, bon, j'empruntais de l'argent pour restaurer les logements, et parfois les locataires oubliaient de payer le loyer. Oui. Alors quand j'allais les voir pour récupérer le montant du loyer, puisque je devais rembourser la banque, La banque. et que je tombais sur une femme avec un bébé dans les bras qui pleurait en disant j'ai pas de sous, je repartais et puis terminé. Oui. Je savais pas gérer ça. Oui, d'accord. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté, parce que j'étais pas fait pour ça. Pas fait pour ça, ouais. Non. Oui, d'accord. Et donc, t'es parti dans quoi après? Et donc je suis parti dans les assurances, Ok. où on m'a confié la responsabilité de deux départements au sein de la GPM. Alors la GPM est une mutuelle d'assurance qui est aux militaires ce que la Maïf est aux enseignants. D'accord. Ça c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément la GPM. Par contre ils connaissent tous la Maïf. Oui. Et donc j'y suis resté pendant... j'y suis rentré en 78 et j'en suis parti en 2011, fin 2011. Ah ouais, sacré parcours. Donc j'ai fait une longue carrière. Ah oui. Où je suis arrivé directeur régional de cette mutuelle. Mais pendant ce métier, j'ai fait énormément de bénévolat, puisque j'ai été respectivement président du groupement d'expansion de la région de Montauban. Oui. Puis j'ai repris en main le festival de jazz de Montauban pendant 24 ans. Alors tu dis repris en main, pourquoi? Parce qu'il existait déjà? Parce qu'il était un petit peu, on va dire, fatigué. D'accord. Et il y avait quelques problèmes administratifs et financiers. Et le maire de l'époque, m'ayant vu à l'œuvre à la tête du GEM, avait cru repérer que j'avais un petit peu la structure. C'était qui à l'époque? Hubert Gouze. Hubert Gouze. Oui. J'avais peut-être la structure pour organiser un événement. Oui, d'accord. Il m'a appelé, il m'a dit, bon, vous reprenez le festival de jazz ou il n'y en aura plus. Ah oui. Alors j'étais attaché au festival de jazz parce que mon père m'avait fait découvrir le jazz, lui sonorisait les concerts qu'organisait Panassier. Et ça m'avait un petit peu touché. D'accord. Et donc, j'ai essayé j'ai réfléchi, je dis oui, je reprends, d'autant que des amis à moi ont accepté de m'aider, dont Georges, mon fils, qui est un musicien de jazz et qui s'y connaît parfaitement. Oui. Moi, j'aime le jazz, mais j'y connaissais pas grand-chose. Oui, donc, j'avais besoin de quelqu'un qui s'y connaissait et il a gentiment accepté le poste de directeur artistique. D'accord. J'ai aussi créé la fête des 400 coups. Oui. Sur une idée initiale que j'avais copiée à Menton. D'accord. Menton qui fait une cavalcade pour faire la fête du citron, qui est la production arboricole du coin. Et je m'étais dit qu'en Tarn-et-Garonne, et c'est la raison pour laquelle on voulait le faire en septembre, l'époque où les fruits sont, comment dirais-je, en pleine maturité, c'était la rentrée des classes, et je voulais faire la fête des fruits, qui s'appelait la première année la fête des fruits. Et non pas la fête des 400 coups. Puis après, pour des raisons diverses et variées, qui ne présentent pas un grand intérêt, c'est devenu la fête des 400 coups. Oui. Voilà. Oui. Et donc, sur cette période courte, j'avais à la fois la présidence du GERM, la présidence du Festival de Jazz et la présidence des 400 coups. Oui. Heureusement, donc j'en pouvais plus parce qu'en plus, avec mon boulot... Et le boulot à côté. Plus la vie de famille. Bon, c'était devenu assez compliqué et j'ai eu la chance parce que j'ai deux amis qui ont accepté, l'un de prendre les 400 coups, et tu le connais bien puisque c'était ton père, Jean-Pierre, et puis un autre qui a accepté de prendre le groupement d'expansion de la région de Montauban. Donc c'est le GERM. C'était le GERM. Et donc j'ai conservé que le festival de jazz. Voilà. Mais bon. Mais tu avais quand même... Ça a occupé un peu. Oui. Et tu étais aussi quand même... tu donnais peut-être ton avis aussi sur les autres événements ou non, parce que c'est peut-être ma formation militaire qui veut ça, mais sur un bateau, il y a un capitaine, il n'y en a pas deux. Oui, c'est vrai.
Et donc, si on s'accroche en disant « Ouais, mais moi j'ai été président, tu devrais faire ci, Non, non. Mais du coup, comment t'as rencontré mon père pour que tu lui Alors, ton proposes ça? père, je le connaissais, t'étais très très loin. Parce Oui, qu'on oui. s'est connus Oui, au d'accord. Moderne, le Café Moderne. Ah, ok, On d'accord. avait, je sais pas, je l'ai connu, il avait 15 ans. Ah oui. Il faisait le germe de l'époque, qui D'accord. avait inventé le carnaval de Montauban, organisait tous les soirs une fête dans chaque quartier. Et il y avait notamment des concours de patins à roulettes que ton père gagnait. Oui, mon père était Parce bon. qu'il était très bon en patins à roulettes. Mais nous étions voisins. Lui, il habitait rue Bombay, moi j'habitais Faubourg-Toulousain. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, on était des gamins du quartier, on ouais, se d'accord. connaissait. Après, on s'est retrouvés au sein du Moderne. Oui. Et on est resté copains. Ouais. Même si la vie a fait que, Bien sûr, lorsque après- moi j'étais militaire, évidemment, j'étais beaucoup moins avec le milieu civil. Bien sûr. Mais on est resté en relation, et lorsque j'ai quitté l'armée, encore plus. Oui. Et lorsque je me suis occupé d'association, lui qui avait la fibre associative, Associative, oui. il m'a appelé, il m'a dit je viens, je veux en être, bienvenue au club, Oui. il n'y a aucun problème. On a toujours besoin de volontaires et de C'est bras. sûr. Surtout que bon, tu t'es pas trompé parce que bon, c'est vrai qu'il était quand même passionné par. Tu lui as donné aussi les moyens de s'exprimer. Je crois qu'il était heureux oui. de s'occuper de cette fête des 400 coups, et qu'il a apporté beaucoup. Oui. De par son dynamisme, de par ses idées, de par son relationnel. Bien sûr. Non, Mais c'est une fête qui lui correspondait bien. Je pense, il avait l'esprit, voilà. il avait l'esprit de la fête et l'esprit de l'amitié. Oui, c'est ça. Et comme la fête des 400 coups était organisée autour de plusieurs associations, chacune fabriquant son char, C'est ça. il avait développé un relationnel associatif important. Et sincèrement, il trônait au milieu de tout ça avec une rare efficacité et beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance et il y avait aussi beaucoup de respect. Moi, j'ai toujours senti ce côté tout respect. à fait, il était respectueux des autres, voilà. Et il était respecté. Du coup, il était respecté. Ouais. Alors en plus, c'est marrant parce que bon, aujourd'hui, on enregistre ce podcast, comme je te disais. Alors, c'était pas calculé en plus, mais on l'enregistre. C'est la fête des 400 coups à Montauban. Oui. C'est un pur hasard. C'est un clin d'œil. Oui. Mais en tout cas, moi en tant qu'enfant, moi j'ai vécu des moments un peu fous justement avec pas des moments comme tout le monde en fait. Je pense que ça m'a. Tu étais dans le cœur du réacteur puisque tu étais avec ton père qui était acteur de tout ça. C'est ça. Donc un enfant. Moi je vais te raconter une histoire. Finalement la fête des 400 coups. Au départ, la cavalcade des fruits. Ça vient de quoi? Je te parlais tout à l'heure de mon père qui sonorisait les concerts de Panassier. Mais il sonorisait aussi le carnaval de Montauban, qui a existé pendant 5 ou 6 ans, et il faisait partie du germe de l'époque. Et moi, j'avais 14 ans, 15 ans. Ah oui, d'accord. Et je voyais ces types en combinaison vert clair et avec des chapeaux de cow-boy, mais ils me fascinaient. Parce qu'ils organisaient la fête, ils organisaient la vie, comment dirais-je, la vie associative et la relation entre les individus. Oui, et c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup d'activités. Oui. Et donc, les gens étaient absolument heureux de sortir et de s'amuser. Et moi, j'étais d'autant plus heureux parce que tu parles des émotions à l'époque, mais moi j'avais 14 ans, 15 ans. Pour un garçon, c'est le moment où les poils commencent à pousser aux oreilles et on se pose des questions sur l'autre. Je veux dire l'autre, la femme. Et on était bien content de leur faire bouffer des confettis, et en les serrant bien fort, parce que ça nous faisait plaisir. Voilà. Et tout ça, ce sont des souvenirs que l'on garde chevillés au corps, parce que ce sont des moments qui m'ont fait vibrer. Oui, bien sûr. Et lorsque je me suis retrouvé dans cette dynamique du germe, j'ai voulu reproduire les émotions que j'avais connues lors du carnaval. Et quand j'ai repris le festival de jazz, j'ai voulu reproduire les émotions que j'avais connues lorsque mon père me planquait dans les coulisses pour écouter ces grands diables noirs qui soufflaient dans des trompettes. Quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, comme quoi, finalement, l'éducation, ce qu'on vit quand on est petit. Ça, je garde ça de ça un excellent souvenir. S'agissant du jazz, j'ai écrit un livre qui s'appelle En coulisses. Ouais. Et je parle de... Tu parles des anecdotes. Je parle de tout ça. Ouais. Et justement, festival de jazz... On va en parler parce que, comme je te disais, moi j'ai été bénévole du coup, j'ai suivi tout ça, j'ai été au cœur du festival de jazz et c'est vrai que l'organisation était exceptionnelle.
moi, la partie cuisine, où toutes les... Alors, c'est un cliché si je dis ça aujourd'hui, maintenant en 2024. Si je dis toutes les femmes en cuisine. C'est vrai, c'est un cliché aujourd'hui si je dis ça. C'est pas forcément bon, mais en tout cas, il y avait des femmes et des hommes. Hein. C'est plus à la mode, mais c'était très efficace. Mais c'était très efficace et surtout, elle tenait ça. Il y avait de la chaleur humaine. Il y avait de la chaleur humaine. Elle cuisinait comme à la maison. Comme à la maison, voilà. Ah oui. En tout cas, ça, c'est pour la première moitié du festival de jazz. Oui. Parce que malheureusement, on n'a pas pu garder cette organisation rattrapée par le succès. Oui. Et donc, ces braves femmes qui étaient des copines, et c'était une dizaine, mais une dizaine, on fait manger 100 personnes tous les jours, c'est déjà beaucoup. Bien sûr. Mais quand il fallait en faire manger une centaine à midi et 400 le soir, ah oui, c'est sûr. Là, c'est une autre dimension. Et ouais, je me souviens de Joël, voyez à fond, en train de bosser. Il y a des personnages comme ça que tu... Mais Joël était extraordinaire. Comment il s'appelle aussi, au Grillade, qui est malheureusement décédé. Mais, voilà, mais son nom me reviendra. tous ces moments-là, c'est vrai, c'est des moments... Et puis les artistes, ils ont vécu des moments aussi peut-être atypiques. Et les excès d'apéritif. Et les excès d'apéritif, bien sûr. Parce que bon, si on parle du festival de jazz, quand même, parce que moi souvent j'en parle, il y a eu de sacrés artistes qui sont venus. Oui. Vous êtes arrivé à faire venir James Brown, oui. Elton John, oui. Bob Dylan, B.B. King, Ray Barretto. Je m'en souviens de tous ces gens. C'est Paolo Conte. Oui. C'est fou. Comment, en fait, moi j'ai besoin de savoir comment tu as fait pour faire. Alors, tu me dis, tu as Monsieur Bonfils qui était ton directeur artistique, qui avait aussi peut-être des contacts, etc. Mais comment on fait pour faire évoluer un festival comme ça, avec des grands noms comme ça? Alors, quand j'ai pris le festival de jazz sous ma coupe, je savais qu'il était malade. Et malade, dans une asso, ça veut dire il y a des déficits. Oui. Voilà. Pas la peine de tourner autour du pot. Il manquait 400 000 francs. D'accord. Et donc, je me suis quand même un petit peu gratté la tête pour savoir si je reprenais ça ou pas. Parce que bon, 400 000 francs, c'est pas rien. On commence déjà avec du négatif, quoi. Et donc, j'ai réfléchi et j'ai accepté le défi et j'ai convoqué toutes les personnes à qui le festival devait de l'argent. Je leur ai dit, écoutez, il y a deux solutions. Ou le festival arrête, et vous avez tout perdu. Ou bien, on continue, et je vous garderai comme prestataire, et année après année, j'abonderai ce qui vous est dû. Ils ont accepté, parce que bon, le marché était bon, et puis on l'a fait à la Véronaise. Hein. Vous êtes d'accord? Oui, on s'est serré la main. Pas de contrat. Et puis je leur ai dit, moi j'ai pas 36 paroles, c'est comme ça, c'est à prendre ou laisser. Oui. Ils ont accepté, ils l'ont pas regretté. Bien sûr. Alors ensuite, j'avais assisté à la dernière réunion de l'ancienne association qui travaillait sur la programmation. D'accord. Et là, une liste d'artistes, tous plus intéressants les uns que les autres. Et moi j'attendais qu'on attaque le budget. Parce que c'est bien beau de choisir des artistes. Encore faut-il les rentrer dans un budget. Bien sûr. Et donc ils attaquent le budget. Subvention, tant. Sponsoring, tant. Alors on avait des dépenses, X. Il manque ça. Donc recette publique, ça. J'ai dit quand même, les garçons, vous êtes courageux. Parce que pour estimer aussi facilement que ça les recettes du public, il faut vraiment être compétent ou bien totalement rêveur. Et je leur ai dit, vous savez, si vous avez un trou de 400 000 francs, c'est peut-être parce que vous rêvez un peu. Et j'ai dit, moi, un budget, voilà comment je le fais. Je prends les recettes publiques de l'année dernière, j'enlève 10%, et voilà la ligne recettes du public. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, on ne pourra pas faire venir les artistes qu'on a envie de voir. Je dis, écoutez, on ne parle pas le même langage. Et un responsable, il n'a pas envie de voir des artistes. Il a envie que l'événement qu'il pilote fasse plaisir à un public. Et lui, il n'assiste pas au concert, il n'a pas le temps. Donc le but, c'est de faire avancer la machine. Bien sûr. Donc c'est comme ça qu'il faut s'y prendre.
Et là, il y en a un qui dit, eh bien, puisque tu es plus fort que les autres, t'as qu'à t'en occuper. Bon. Et donc, je m'en suis occupé. Et du coup, oui, la pression. Et les 3 années suivantes, on a équilibré les comptes, mais on n'a rien remboursé. D'accord. Et puis la 4e année, j'ai eu la chance d'avoir affaire à Jean-Pierre Cave, Oui. qui était député à l'époque, D'accord. et qui me demande de passer le voir à la clinique Cave. Il me dit, bon, c'est bien ce que tu fais, j'ai envie de t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, bon, il me faut du fric. Il me dit, bon, ben, ok, tu auras l'intégralité de ma réserve parlementaire. Alors je dis, c'est quoi la réserve parlementaire? C'était 300 000 francs. Ah oui. Et il a tenu parole et je les ai eus. Donc du coup, par conséquent, parce qu'il ne faut pas dire du coup, tout le monde dit du coup pour n'importe quoi. On dit tous du coup. Hein. Donc par conséquent, j'ai pu, comment dirais-je, améliorer la programmation. Et cette année-là, j'ai fait venir Paolo Conte, Chuck Berry, Eddie Louis et comment il s'appelait le petit pianiste, et Michel Petrucciani. Ah oui. Et donc le public, voilà. Ouais. Mais je n'ai jamais engagé un budget si j'étais pas certain au minimum de récupérer ce que j'avais engagé. Ouais. Et là, on a commencé à faire des premiers bénéfices, ce qui m'a permis un petit peu d'arrondir les angles avec les gens à qui le festival devait de l'argent. Bien sûr. Et j'ai conservé le même principe. Et après, comme ça marchait, je me suis rendu compte que si l'on demandait 1000 € à un sponsor, il les donne parce que on est copains. Et si je lui demande 10 000 €, il me prend au sérieux. Et petit à petit, j'ai compris que si on demandait beaucoup, on était pris au sérieux. À condition, bien évidemment, de mettre en face un produit qui tient la route. Qui tient la route, bien sûr. Et donc, cette façon de concevoir l'organisation administrative du festival, alliée, en toute modestie, à une organisation, une structure qui était quand même assez carrée. Ouais, bien sûr. Le plus beau compliment que j'ai reçu, s'agissant de l'organisation, c'est un chef d'entreprise de Toulouse, dans l'aéronautique, qui m'a dit, tu sais, lorsque tout est aussi bien huilé, c'est qu'il y a eu un travail considérable de fait avant. Bien sûr. Et c'est la réalité. Bien sûr. Je dis, moi, un mois avant, j'étais prêt. Et le dernier mois, c'était pour régler Ça, c'est beau quand même, moi, avant, on est prêt. J'étais prêt, c'était pour régler les boulons. Si bien que lorsque le festival arrivait, il manquait quoi? Il manquait 5% de la recette, c'est tout. Bien sûr. Le reste avait été déjà vendu. Ça avait été déjà vendu, ouais. Voilà. Et après, vous avez quand même fait fort avec Elton John. Elton John, ça a été quand même une grosse tête d'affiche. Oui, mais j'ai failli tuer le festival avec Elton John. Oui, parce qu'il coûtait cher. Alors, il coûtait cher, et je crois que je pense que c'est la faiblesse humaine qui fait que, à un moment, on veut toujours. C'est l'hubris. Oui. À un moment donné, vous avez l'impression que tout vous réussit, vous pouvez tout tenter, que la vie est belle. Bien sûr. Et là aussi, j'en parle dans le livre. Je reçois un coup de fil d'un producteur parisien et qui me dit, Monsieur Bornari, oui, Elton John vient en France pour une date et il veut venir à Montauban. Mais je l'ai cru. Je l'ai cru, puisque j'étais dans cette phase euphorique où tout réussissait. Bien sûr, donc je l'ai cru. On se met d'accord sur le prix, et puis rouler jeunesse. Au bout d'un moment, je regardais mes courbes prévisionnelles de vente de place. C'était pas terrible du tout, mais alors pas du tout. Et je m'étais un peu engagé personnellement sur ce dossier, donc si j'y arrivais pas, c'est moi qui allais y laisser des plumes sévères. Sévères, oui. Et là, le hasard fait que je rencontre un copain qui me dit, mon fils travaille à la préfecture de Auch. D'accord. Et chaque année, Marcillac a 200 000 € de subvention de l'Europe. Oh, immédiatement, je bondis sur les dossiers, et je découvre qu'effectivement, dans le cadre du FEDER, qui n'est pas du tout fait pour la culture, sauf lorsque la culture peut être un élément économique. D'accord. Et ça ne pouvait toucher que des départements classés en zone 2. Ok. Donc je vais
sur le document en question, et je regarde le classement du Tarn-et-Garonne, donc partagé entre le 2 et le 3, Montauban zone 3. Sauf le Jardin des Plantes. Oh, génial. Là où il y avait eu le festival. Alors, Génial. je ne sais pas quel est le fonctionnaire de Bruxelles qui un jour a vu une tache verte au milieu de Montauban, qui s'est dit, là, c'est l'agriculture, zone 2. Et j'ai eu une subvention de 200 000 euros. Bon, Qui t'a permis si je devais raconter le travail que ça a été pour l'avoir, il faudrait 15 émissions et c'est pas le but. Oui. Donc, je les ai eues. Ok. Et cette année-là, je crois qu'on a juste équilibré les comptes. Oui. Mais l'impact d'Elton John sur le festival, on en parle encore. On m'en parle encore. Bien sûr. Donc, pour la notoriété, c'était excellent. Alors, je me souviens justement, parce que les gens, ils avaient quand même payé la place, c'était un budget. Hein, oui, enfin, 45 € les plus chers. Ah, c'était pas non, on n'a jamais tapé. C'était peut-être parce que j'avais des enfants que je trouvais que tout était cher. Peut-être. Mais je me souviens que les gens, ils frappaient dans les mains pour qu'ils reviennent faire un show, et puis en fait, finalement, il était parti. Ah oui. Il partait à Saint-Tropez, je sais pas quoi. En tout cas, j'ai entendu qu'ils reviennent. Et en fait, il vit beaucoup à Nice. Oui, d'accord. Mais là, allez, juste une anecdote, parce que ça pourrait durer longtemps. Dans le cahier des charges, on devait lui fabriquer une loge de 50 mètres carrés, je m'en souviens, répartie en deux, coupée en deux, une partie à l'entrée, alors tout à l'intérieur, tendu de couleur pastel, bleu, donc dans des pagodes en plastique. Oui. Mais nous l'avons fait. Dans la première partie, il y avait une table qui faisait 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Et là, ils avaient posé plein de petites poupées, celles qu'on trouve dans les voitures et qui ont la tête qui bouge. D'accord. Parce que Elton John, quand il arrive dans sa loge, il aime bien bouger les têtes de ses poupées. D'accord. Donc, bon. Ensuite, le salon et une salle de bain attenante qui devait être neuve. Donc, on a construit une salle de bain au Jardin des Plantes, neuve, dont il ne s'est pas servi. Il n'est jamais allé. À côté de ça, il y avait un vestiaire qui faisait aussi 50 mètres carrés, avec 2 repasseuses, et il y avait des portants, je sais pas, il devait y avoir 50 tenues, au moins. Il arrive au dernier moment en survêtement, il a pris une tenue, il a enfilé, il est monté sur scène, il a fait son show, à peine terminé, il s'est barré, salut, ni bonjour, ni au revoir, ni merde, ni rien. Pardon, excusez-moi. Ouais, mais c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. C'est l'envers du décor, ça. Voilà. Donc, je l'ai encore un peu en travers parce que qu'on adule des gens comme ça, qui se comportent comme ça. Ah oui, c'est sûr. Moi, j'avais organisé une grosse soirée. Je crois qu'ils mesurent pas la chance qu'ils ont. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'avais organisé une grosse soirée avec des DJ. Pareil, j'avais fait venir des DJ un peu connus. Voilà. Et pareil, l'envers du décor, j'avais été très déçu de l'envers du décor. Et c'est vrai que les gens adulés ne voyaient pas ça. Ah oui. Et c'était, du coup, je voulais plus avoir affaire à ce côté-là, en fait. C'est compliqué. Ouais. Alors, il y a un artiste qui m'a étonné un jour, c'était Claude Bolling. Claude Bolling était quand même un musicien connu et reconnu, qui a fait énormément de musique de film, qui, ceci dit en passant, avait eu une aventure avec Brigitte Bardot, à l'époque de sa splendeur. Ah, quand même. Oui. Ah oui. Et donc, bon, un pianiste extraordinaire, mais surtout un arrangeur exceptionnel. Et des gens lui demandaient des autographes. Et il s'arrêtait, il les faisait complaisamment. Et un jour, je lui dis, mais vous en avez pas marre de signer des autographes? Il lui dit, mais c'est pour le jour où on m'en demandera plus. Et il était resté finalement humble. Humble, ouais, très humble. Et puis pour le festival de jazz, bon, moi je t'en ai parlé hors caméra parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, mais tu avais fait venir James Brown. Et comme je te disais, moi, James Brown, c'est devenu pour moi une idole. Je suis pas quelqu'un qui idole les gens, hein. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est un artiste hors pair. Et j'ai eu la chance, grâce au festival, de forcer un peu les portes, sans l'autorisation, je tiens à le préciser, parce que c'est pas parce que j'étais bénévole et que mon père te connaissait. À l'époque, on avait serré un peu, oui, sinon c'était n'importe quoi, mais je sais que j'avais un peu bravé les interdits, parce que je voulais vraiment aller le voir. Et t'as bien fait. Et j'y suis allé, et j'ai eu la chance, parce que il m'a accordé une photo, donc j'ai une photo avec James Brown, qui est magique. Bien sûr. Elle est affichée chez moi, et puis ça s'est pas arrêté là, il m'a dédicacé les baguettes de son batteur,
il me semble, c'était son fils à l'époque, le batteur. Et donc, il me les a dédicacés. Je les ai gardés voilà, au chaud. Puis récemment, je voulais me mettre à la batterie. Et je tombe sur ces baguettes. Je me suis dit, c'est un signe. Donc aujourd'hui, je joue de la batterie avec des baguettes dédicacées de Voilà. James Bond. Malheureusement, tu ne seras jamais le batteur de James Bond, Non, je pourrais parce que jamais. malheureusement, il nous a Il quittés. nous a quittés. Oui. Mais heureusement qu'on peut, on a YouTube justement, Non, mais c'est bien. on peut voir ça. C'est bien, James Bond aussi, la pluie. Oui, oui. Oh. Ah oui, c'était. Pendant 2 heures avant le concert, Ah, il a ça, plu. il a plu, ouais. Mais il a plu des cordes. Ouais. Et 4000 personnes avec les parapluies, les baleines qui arrachaient les perruques des gens. Enfin, Ouais. c'était affreux. Et au moment où il démarre, la sono à fond, Plus de. ouais. Alors on m'a expliqué qu'autrefois, quand il y avait les orages, on faisait sonner les cloches. Oui. Et que les vibrations des cloches Arrêtez. arrêtaient la pluie. Donc j'imagine la sono a dû arrêter la pluie. 2 heures de concert, de fou. Oui, de fou. Ouais. Et dès que le concert était terminé, il s'est remis à Ça me pleuvoir. fait voir. Mais là, Ouais. il pouvait tomber, Oui, c'est pas grave. ça m'était égal. Là, c'est vrai que c'était une belle réussite cette année-là. Ah oui, oui. Hein, c'était une belle réussite. Il y a eu Claude Nougaro aussi, parce que bon, Oui, quand même. Claude Nougaro ouais. aussi, alors ça. Claude Nougaro, quand même. Claude Nougaro, on était fous, on ne savait plus où mettre les gens. Ah oui. On avait des piles de chaises en plastique qu'on a amenées tant bien que mal. Enfin, on a placé les gens là où on pouvait. Et là aussi, le ciel noir, Oui. mais noir. On voyait en direction du Tarn des éclairs dans tous les sens. Dans tous les sens, ouais. Et on m'a raconté que des gens qui arrivaient de Toulouse pour voir Nougaro arrivaient plein phare parce qu'il tombait des cordes. La pluie s'est arrêtée au Tarn, c'est-à-dire à 200 mètres du Jardin des Plantes. Oui. Il a fait tout son concert et il a plu à la fin du concert. Et là, je ne sais pas si tu te rends compte, il devait y avoir 3-4 000 personnes Ah oui. en plein air. Mm. Si jamais l'orage tombe aussi violemment qu'il est tombé sur le Tarn, je me demande s'il n'y a pas une panique. Ah, bien Une sûr. panique. Bien sûr. Alors on est souvent passé quand même. Souvent passé à côté. Ouais, On voit que quand même le temps a changé parce qu'aujourd'hui c'est plus difficile d'organiser des événements en plein air. sûrement. Hein, c'est beaucoup Sûrement. plus récent. On voit bien l'inauguration des Jeux Olympiques. Ouais, voilà par exemple. Donc c'est vrai que c'était une autre période finalement. Hein. Et puis il n'y avait pas le téléphone portable. Non. Donc les gens profitaient. Oui, à la fin. C'est- À la fin, on avait le portable. Ça commençait à la fin. Au début, il y avait Ouais, pas. au début il n'y avait pas. Donc c'était vraiment. Bon, on a arrêté en 2014, c'est pas si vieux que ça. Ah oui, d'accord, ça fait pas si longtemps. Oui. Donc tu l'as arrêté, c'est pas indiscret, pourquoi? Par manque d'énergie, comme tu dis, peut-être parce que il faut de l'énergie pour créer ça, pour mener. C'est un cumul de choses. Oui. D'abord, je commençais au compteur, je devais avoir en gros 10 ans de moins. Donc j'avais 66 ans. Oui, d'accord. J'avais eu un cancer de la prostate, j'avais été opéré des ménisques. Enfin, bon. Oui, donc à un moment donné, oui. Et quelques souvenirs de mes activités militaires me laissaient quelques douleurs dans les articulations. Donc je commençais à fatiguer à un point tel que je fonctionnais à la cortisone. En clair, je me shootais. Oui, d'accord. Donc c'était pas raisonnable de ne pas réfléchir à une nouvelle formule, d'autant que la plupart des bénévoles adultes et responsables avaient au minimum mon âge. Et oui. Et eux aussi commençaient bien sûr. à piocher en marchant et à tirer la langue. Tout à fait. Donc j'étais quand même obligé de tenir compte de tout ça. Et j'ai essayé de proposer une évolution du festival encore plus importante pour capter beaucoup plus de sponsoring. D'accord. Et il y a eu un épisode de Qatar au milieu de tout ça où on m'avait proposé d'organiser un festival de jazz à Doha, Ah, ok. l'ambassadeur du Qatar. D'accord. Et donc je m'étais dit que si je leur organisais un festival de jazz, j'aurais pu avoir un gros billet de subvention pour Jazz à Montauban. Bien sûr. Et ce que je voulais, c'était pour alléger ma tâche, je voulais embaucher un directeur D'accord. et peut-être un collaborateur de plus, ainsi qu'augmenter les salaires des collaborateurs. Lorsqu'on présente un projet, en général, tu as raison, c'est génial, c'est ce qu'il faut faire, bon, ok, combien tu me donnes? On va réfléchir, déjà. Oui. Voilà. Et puis malheureusement, le projet Qatar est tombé à l'eau, parce que l'ambassadeur du Qatar qui m'avait confié du Qatar en France, qui m'avait confié le projet, a été muté, remplacé par un autre,
qui manifestement n'avait strictement rien à foutre. Voilà, il avait d'organiser pas de un sensibilité, festival quoi. de jazz à Doha. Donc du coup, je pouvais C'est pas, vrai, par conséquent, pas du coup, je pouvais pas leur réclamer une subvention un peu épaisse, une aide ou un sponsoring, appelons-le comme on veut. Et donc, j'ai essayé de convaincre les élus qui m'ont pas suivi. Et donc, j'ai considéré que Il fallait, oui. il fallait arrêter. Il fallait arrêter, quoi. Fallait arrêter. Bien Pour la sûr. santé de mes amis, je devais arrêter, Oui, bien sûr. y compris pour la mienne. Oui, Et le risque, quand on veut aller trop loin et que l'on puise trop dans ses forces ou dans son énergie, c'est que ça porte en quenouille. bien sûr. Et donc, on était arrivé à un niveau de notoriété raisonnable, les gens étaient heureux, le festival fonctionnait bien, les équilibres financiers étaient là, on avait quand même 200 000 euros de fonds propres. Ah oui. Trouve-moi une association, Qui a dans 200 quelque domaine que ce soit, Bien qui a sûr. 200 000 euros de fonds propres. Oui. Et donc, n'ayant pas été suivi, j'ai dit, bon, mais j'arrête. Voilà. Ou alors, Oui. plus exactement, il aurait fallu que j'accepte de donner à des responsables politiques, comment dirais-je, l'organisation du festival de jazz. Et moi, j'ai toujours considéré que la culture n'était pas aux mains des politiques. Et que le rôle des politiques était d'aider la culture, Oui. mais ne pas faire la culture à leur place, Oui. à la place de ceux qui en sont en charge, pour se faire de l'image à soi. Bien sûr. Voilà. Évidemment, comme je n'ai pas accepté, malgré toutes les promesses que l'on m'a fait, y compris des largesses à titre individuel, donc je n'ai pas voulu verser dans ce... T'as pas voulu rentrer dedans. Oui, bien sûr. Et donc j'ai arrêté. Ouais. Je considérais qu'il valait mieux arrêter en haut, plutôt bien sûr. que de décliner progressivement. Et En disant, il voulait tout faire et finalement, Voilà, et de finir en Voilà. bas de la cathédrale avec la boîte de sardines pour récolter quelques pièces comme les Et au moins, on garde une bonne image. Voilà, positive. bon, alors c'est peut-être prétentieux, c'est peut-être orgueilleux, c'est peut-être... Non. Mais bon, je te dis les choses sincèrement, Ah ben, tout à telles fait. qu'elles se sont passées et telles que je les ressentis. Bien Alors sûr. bien évidemment, la problématique d'un chef, c'est pas que je sois un chef, mais à partir du moment où D'un j'étais meneur en d'hommes. responsabilité, Bien sûr. j'étais le chef. Voilà. Et le plus terrible, c'est la solitude du chef quand il faut prendre des décisions difficiles. Par exemple, en cours de gestion de ce festival, j'ai été obligé de mettre un coup d'arrêt à certains amis qui avaient des comportements qui cadraient pas avec l'intérêt du festival de jazz. Oui. Pourtant, c'était des amis très chers. Bien sûr. Je leur ai dit non. La priorité, c'est le festival. C'est pas toi qui es mon ami, c'est pas toi. Tu le comprends, c'est bien, tu le comprends pas, tant pis. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et oui, c'est sûr que ça... Quand laisse des traces. Quand j'étais obligé de dire à mes cuisinières que j'adorais, que je respectais, je dis bon, on est obligé maintenant de changer de dimension. Je sais qu'elles m'en ont voulu. Oui, bien Mais sûr. j'avais pas le choix. Bien sûr. Bien sûr. J'avais pas le choix. Bien sûr. Et donc, la solitude du chef, c'est quelque chose qui existe. Ah ben tout à fait. Tout à fait. Mais tu es d'accord avec moi que le fait d'avoir créé le festival, c'est aussi beaucoup de rencontres. T'as fait des rencontres qui t'ont permis. Là, Alors, tu me parles de cette rencontre à Doha, mine de rien, on t'a proposé ça. C'est parce que tu as poussé beaucoup de portes toute ta vie. oui, bien évidemment. Et comment dirais-je, l'eau va au moulin. À partir du moment où on crée d'abord le festival de jazz, c'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai repris. Oui, Et à partir du moment où ça marche bien, on intéresse un certain nombre de personnes. Et Bien s'agissant du Qatar, l'ambassadeur du Qatar avait créé un prix de la diversité. Et le prix de la diversité, c'était de récompenser un étranger qui travaillait en France et, dans son métier, l'aide qu'il apportait à d'autres étrangers qui travaillaient dans le même milieu. Donc il y avait l'industrie, la communication et la musique. oui, d'accord. Et donc, j'ai reçu un coup de fil un jour de l'attaché culturel de l'ambassadeur du Qatar, qui me dit, on a pensé à vous pour organiser un prix de la diversité à Montauban. Oui, d'accord. Et quand on entend le mot Qatar, imagine, on entend tout de suite Et oui, aide financière. Aide financière, bien sûr. Bien sûr. Et donc j'ai dit oui, j'ai été invité à une réception à l'ambassade du Qatar. D'accord. C'est là où j'ai rencontré Jack Lang, que j'avais jamais vu de ma vie. D'accord. Et comme on avait eu la lumineuse idée de m'épingler avec le titre de Chevalier des Arts et Lettres, et qu'il a vu mon ruban à la boutonnière, il est venu vers moi, il m'a dit
bonjour cher ami, comment allez-vous? Ah oui, d'accord. Alors qu'on s'était Jamais eu. Ouais, d'accord. Et ça, bon, ça fait partie des anecdotes Bien sûr. qui sont amusantes. Puis surtout Jack Lang, enfin voilà, Oui, c'est une belle rencontre. Oui, bon, on n'a pas discuté, il Ouais. m'a simplement Ah dit ça. d'accord, ok, vous n'avez pas eu trop d'échanges. Bon, mais bon, tout ça, ce sont des anecdotes, j'en parle dans mon livre. Dans le livre, bien c'est sûr. amusant. Voilà, et puis après, donc l'ambassadeur est venu remettre le prix sur scène ici à Montauban. D'accord. C'était le soir où il y avait du reggae, avec le... Comment il s'appelait, ce musicien de reggae? Bob Marley, non? Non, Bob Marley, je crois que Enfin, son fils. Ziggy Marley. Ziggy Marley. Ziggy Marley. Oui. C'était extraordinaire, malgré l'orage qui est tombé juste avant. Oui, oui. Mais bon, on n'est passé pas à travers les gouttes, on en a pris plein la tronche, mais D'accord. les gens qui étaient dans le public bien mouillés, ils étaient restés. Ils étaient restés, ouais. Donc l'ambassadeur a fait son discours, il a remis le prix, et je l'ai ramené à l'aéroport le lendemain, c'est là qu'il me dit, et je vais faire le nécessaire pour que vous organisiez un festival de jazz à Doha. D'accord. Je pense bien que... Voilà, ça fait. C'est pas... Je suis même allé à Doha, j'ai rencontré le ministre de la Culture. D'accord. C'est un grand moment. Ah, c'est sûr. Et là, bon, j'avais déjà commencé à travailler, les avions, les hôtels, les artistes, les machins, et j'aurais pris Ibrahim Malouf Oui, comme directeur artistique, parce que j'avais eu la chance de connaître Ibrahim Malouf à l'époque où il était pas très connu. D'accord. Et j'avais pu l'aborder, et on avait sympathisé, c'est un garçon adorable. Oui. Et je lui avais dit, il est possible que... D'abord, je voulais qu'il devienne directeur artistique du Festival de Jazz de Montauban, D'accord. qui malheureusement s'est arrêté, et j'aurais voulu qu'il soit aussi directeur artistique du Festival de Doha, qui n'a pas eu lieu. Oui. Bon, mais voilà, ça C'est les aléas de la vie, oui. ce sont des souvenirs. Ce sont des souvenirs. Voilà. Mais ça reste quand même des très belles années. Je pense que même pour les Montalbanais, ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent, c'est obligé qu'ils ont. Ça les a marqués. J'ai beaucoup de retours positifs sur ceux qui ont connu le festival. Bien sûr. Et les entreprises, j'avais plus de mal à trouver des sponsors. Et oui, c'est ça. C'est les entreprises qui m'appelaient en disant on voudrait une place, on voudrait une place. Oui. Donc j'étais obligé de pousser les murs du Jardin des Plantes pour en mettre partout. Ouais. Mais bon, c'était l'intérêt du festival de jazz. Et oui, c'est ça. De toute façon, là, on va parler parce que aussi, on va reparler de. Tu as été aussi président du Rotary Club. Oui. C'est ça? J'ai créé un club ici à Montauban. Ah, tu as carrément créé un club. Oui. J'étais D'accord. d'abord membre du Rotary doyen, qu'on va dire le premier club qu'il y a eu à Montauban. D'accord. Et ensuite, bon, il fallait s'aimer, créer un deuxième club, donc je me suis porté volontaire et j'ai créé un deuxième club à Montauban. D'accord. Et Qui s'appelait Rotary Club Montauban Passion. d'accord. Voilà. Et donc l'objectif de ce Rotary Club, Oh, mais comme tous les Rotaries, c'est d'aider, de faire des actions. c'est de faire des actions au bénéfice des autres. D'accord. Voilà, en règle générale. Et donc, s'agissant de mes activités personnelles, avec l'ancien club, j'avais réussi à faire construire une école de 5 classes au Cambodge. Ok. Super. Et puis après, avec le nouveau club au Maroc, on a fait des opérations pour venir en aide aux orphelins handicapés, en leur fournissant du lait maternisé et des médicaments. Et puis la dernière action, c'était de construire des sanitaires pour les filles dans des écoles rurales. D'accord. Parce que dans la ruralité marocaine, si les filles n'ont pas leur toilette, ça pose un problème par rapport à la religion. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Donc on en a construit un certain nombre, 25 je crois. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et pourquoi cette, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que je ne suis pas insensible à ce qui se passe autour de nous. D'accord. Et donc Voilà. du coup, tu t'es servi, enfin, quand je dis ça, c'est, t'avais une notoriété, c'est ça? T'avais déjà la notoriété du festival de jazz quand t'as créé ça? Oui, oui. Et donc il y a des gens qui t'ont suivi? Comment ça marche en fait? Je crois que Parce que c'est j'ai pas ça. beaucoup de qualité, mais je sais entraîner les gens avec Tu moi. sais entraîner, tu sais fédérer des gens. Voilà. Ouais. Et donc, ces projets de... Oui, parce que comment dirais-je? Quand je pilote un événement, je dis pas aux autres en avant. Oui. Je leur dis, suivez-moi. Oui. Et la première année du festival de jazz, c'est moi qui ai nettoyé les toilettes. Oui. Parce que, soi-disant, on n'arrivait pas à les nettoyer. Ouais. D'accord. Et donc, j'arrivais de tourner de mon job, en costume, et il y avait les gens en charge de nettoyer les toilettes qui disaient, on n'y arrive pas. Donc, j'ai tombé la cravate, la chemise,
j'ai pris le balai, les machins, tout ce qu'il fallait. Et tu l'as J'ai fait. dit, vous voyez, on peut le faire. On peut y arriver. Et là, tous les bénévoles qui étaient là, Oui. ils se sont dit, putain, ce type, il est sérieux. Quoi. Oui. Hein, il nous dit pas, nettoie les chiottes, il le fait. Oui. Oui, bien sûr. Il montre l'exemple, quoi. Ouais. Je crois que ce n'est qu'un exemple, mais dans la vie, C'est ça. il faut montrer l'exemple. Faut montrer l'exemple. Tout à fait. Si De toute on façon, veut, en tout cas, si on bien veut sûr. entraîner avec soi un certain nombre de personnes pour mener des activités diverses et variées. Bien sûr. Voilà, moi j'étais sensible à tout ce qui se passait autour de moi. Ça vient probablement de mes parents qui étaient hyper généreux, orphelins tous les deux, donc avaient connu la souffrance. D'accord. Et la souffrance qu'ils avaient connue leur interdisait de ne pas regarder la souffrance des autres. Voilà, donc à la maison, il y avait toujours une assiette pour un pauvre qui passait par là. Oui, d'accord. Voilà, c'était leur culture et j'en ai hérité. bénéficié. Voilà, pour moi, c'est pas un effort. Oui, bien sûr. Il y en a qui vont au bistrot, mais moi j'aime bien m'occuper de ce qui me regarde pas en définitive. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, après, on va parler du coup de... Mais Oui. on se fait beaucoup d'ennemis. Ah, ben oui, Parce qu'à partir du moment où les projecteurs se posent sur vous, bien sûr. ben vous avez la ribambelle des gens qui critiquent et qui ne font rien, qui s'occupent de votre cas. Ah, mais ça, c'est Et sûr. on raconte à peu près tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, ouais. Ouais. Ça, c'est dommage, ouais. Ça fait partie, peut-être... C'est la nature humaine. C'est la nature humaine, oui. La nature humaine. Et puis bon, Tout je à ne sais fait. plus qui c'est qui disait à peu près cette phrase, être traité de con par un imbécile est un délice de fin gourmet. C'est vrai. Voilà. Ouais. Donc, en fait, les critiques me font rire. Au début, je me suis posé la question, quand j'ai commencé le monde associatif, je voyais bien que ça critiquait. Et je me suis dit, écoute, tu as l'ambition d'être efficace, il y aura forcément des résultats, et tu seras de plus en plus critiqué. Donc, ou tu es capable de le supporter, ou pas. Bien sûr. Si tu n'es pas capable, t'arrêtes, et tu fais autre chose. Tout à fait. Voilà. Et donc, j'ai décidé que j'en étais capable, et finalement, les critiques des autres, je m'en suis foutu. J'écoutais ce que me disaient les gens, parce Bien que sûr. parfois, il faut écouter, il y a des choses intelligentes qui sont dites, Dieu merci. Et ça permet de corriger ce que l'on fait. Mais ma direction, avec toutes les corrections d'usage, la direction, j'y allais. Alors, rien ne m'aurait détourné de la voie que je m'étais tracée. Bah, de toute façon, dès qu'on est un petit peu mis en avant, effectivement, dès qu'on est un peu mis en lumière, on est jalousé. On est jalousé. En tout cas, voilà. Dans son milieu. Dans son milieu, bien sûr. Parce que la notoriété du festival de jazz qui avait dépassé le territoire de Montauban faisait que, par exemple, lorsque j'allais à Paris, dans certains milieux, sincèrement, il y avait de la considération. Oui, bien sûr. À Montauban, très peu. Oui. Enfin, très peu. Si, il y avait quand même des gens qui trouvaient ça très bien. Bien sûr. Mais j'avais un paquet de gens qui me jalousaient. Oui. Au passage, j'ai failli devenir président de l'USM, du MTG 15. Et oui, je sais qu'à un moment donné, tu as failli, oui. Il s'en est fallu d'un rien. J'avais été convaincu par le patron de la Mammut, et qui voulait plus, et qui m'a dit, c'est toi qui vas prendre. Et j'ai dit, bon, moi je veux bien, mais moi j'ai pas de fortune personnelle. Il me dit, l'argent c'est mon problème. Oui, d'accord. Il me dit simplement, il y a 4 conditions à remplir. Il faut que je sois d'accord, que le conseil d'administration soit d'accord, que le maire de Montauban soit d'accord et que le président du conseil général soit d'accord. Un des 4 ne l'a pas été. Ah. Bon. Je ne dirai pas qui. Oui, on ne dira pas qui. Mais oui. Ah, ouais. Et au bilan, oui. Je suis bien content. Et oui. Parce que je crois que j'allais mettre les pieds dans le même marigot qu'Elton John. Oui. J'étais encore dans cette époque où j'imaginais que... Enfin... Que tout était possible. On m'aurait appelé pour être Premier ministre, je pense que j'aurais trouvé ça normal. Ben oui. J'aurais pas accepté. Non, je plaisante. Mais on s'imagine, peut-être plus fort que ce que l'on est. Et ça, est-ce que c'est pas l'ego, ça, qui prend des fois un petit peu le dessus? C'est ça, c'est l'hubris. C'est le fameux hubris. Oui, c'est ça. Et ça vient du fait que autour de vous, vous n'avez pas des gens qui vous tapent sur l'épaule en disant calme-toi petit, calme-toi. C'est vrai. Donc ça, vous l'avez pas. Et ensuite, on ne se rend pas compte du moment où on va dépasser le seuil où on va attraper le seuil d'incompétence, le fameux syndrome de Péter.
Et le jour où on bascule vers l'incompétence, on devient totalement con, Oui. on fait n'importe quoi. Tout à fait. Alors, bon, je m'en suis bien sorti avant de devenir con. Bon, je l'étais peut-être déjà un peu, mais pas davantage. Mais en tout cas, dans une vie, je pense que ça touche tout le monde, l'ego, dans une vie. On apprend avec certains échecs. Moi, Alors, j'ai fait quelques erreurs dans ma vie, on apprend de ses échecs, heureusement. heureusement. Parce que On apprend plus de ces échecs que de ces mais réussites. s'il n'y avait pas des échecs, on n'apprendrait pas. Non, on n'apprendrait pas, bien sûr. Donc il faut faire des erreurs pour Il faut, apprendre. ouais, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc pour continuer sur ton parcours, on va parler des livres maintenant que tu as écrits. Donc tu as écrit, on va dire, 2 romans. Alors un roman, Un roman. et puis bon, ce qu'on peut qualifier d'un essai ou d'un témoignage. D'accord. Donc le roman, c'est ce que j'ai écrit en premier. Donc c'est celui-là, il fallait bien que je vous le dise. Il fallait bien que je vous le dise. C'est un thriller amoureux en matinée de... C'est un thriller amoureux dans une ambiance terroriste. Ouais. Voilà, c'était un peu d'actualité. Ouais, d'accord. Qui est sorti en 2022 22, oui. C'est ça? Fin 2022. Ouais, d'accord. Oui. Et pour écrire ça t'a pris du temps? Alors celui-là, je l'ai écrit en, je sais pas trop, 4 mois. Ok. Oui. Mais en bossant... Non, pas tant que ça. Pas tant que ça? Non, je me levais assez tôt le matin, vers 5 heures du matin. Donc ta routine, c'était ça? 5 Et heures du matin. j'écrivais jusqu'à ce que, à la limite, jusqu'à ce que j'ai de nouveau sommeil et que je me recouche. Ah oui, quand même. Oui, oui. Ah oui, oui, d'accord. Et non, ça veut pas dire le lendemain soir. Non, non, mais... Ça veut dire que j'écrivais de 5 heures à 7 heures ou à 8 heures. Et puis D'accord. si j'avais un coup de mou, ben, j'allais me recoucher une petite heure. Ouais, d'accord. Voilà. Puis de temps en temps, j'y revenais. Il n'y a pas de règle absolue. Non, ouais, c'est sûr. Mais j'ai découvert quand même quelque chose d'assez curieux en écrivant, c'est que par moments, les héros du roman m'échappaient. Et j'avais l'impression que c'est eux qui me dictaient ce que je devais écrire. D'accord. Ça m'est arrivé 2-3 fois et c'est vraiment une impression Bizarre, mais en même temps extrêmement joyeuse. Oui, bien sûr. Parce que il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, quoi. Oui, ouais, il se passe quelque chose. Finalement, on vit l'écriture, quoi. Oui, oui, enfin, moi j'aime ça. Là, j'ai un deuxième roman donc, qui va sortir, je pense, d'ici la fin de l'année. J'ai eu plus de mal à l'écrire, peut-être parce que je me suis davantage appliqué. Oui. Alors que celui-là, il est sorti. Et est-ce que c'est parce que c'est le premier aussi? Peut-être aussi. Donc pour ma part, moi j'ai écrit le deuxième livre Razobik. Pourquoi le Razobik ne vous est-il pas inconnu? Et ce deuxième livre, il n'y a que 112 pages. Voilà, je me suis arrêté à 112 pages. Le premier, il avait 70. Mais c'est écrit fin. Ah, c'est écrit gros. Ah, bon, non, sur le premier, c'est écrit gros, petit. Mais j'ai eu des critiques. On m'a dit c'est trop petit. Ah d'accord. Voilà. Alors j'ai dit bon, je vais grossir un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de pages finalement. Mais moi, ma routine, c'est d'écrire entre minuit et 2 heures du matin. Alors, cherche pas. Mon père était un oiseau de nuit. Je suis un oiseau de nuit aussi. Je suis très créatif la nuit. Oui, oui, puis on est comme ça. Ouais. On est fait comme on est fait. Ouais. On est fait comme on est fait. Ouais. Je suis pas trop du matin. En tout cas, pour écrire, je trouve l'inspiration entre minuit et 2 heures du matin. Et je trouve que c'est un sacré exercice. Parce que moi, il y a eu des fois où j'avais pas du tout envie d'écrire. Je me suis forcé. Alors moi non. Moi si j'ai pas envie, j'écris pas. Ouais. Ben, quand je dis que je me suis forcé, c'est que je me suis obligé à écrire. Mais après, j'avais... Ça venait. À force, ça venait. Oui. Alors, voilà. Quand je dis j'ai pas envie, je m'y mets pas, il m'arrive de m'y mettre sans avoir vraiment envie. Oui. Et après, il suffit de lâcher 2-3 premières phrases, pam, l'idée se met en place et l'action se déroule. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Ça arrive, mais je suis incapable d'expliquer. Oui. Dans mon métier de militaire, j'ai exercé les fonctions de chancelier à une époque. Alors, chancelier, ça fait vachement important. En fait, c'est pas important. C'est un job comme un autre, mais qui oblige à rédiger beaucoup. Et dans la rédaction, il faut être extrêmement précis dans la narration des choses, puisqu'on fait des comptes rendus sur des activités, et notamment sur des carrières, donc il faut être extrêmement précis, ce qui oblige d'écrire avec application, de se relire,
et d'essayer de ne pas trop faire de fautes de syntaxe, de français. Bien sûr. Et je pense que là, j'ai un peu appris à écrire. Ce n'était qu'un début. Là où j'ai davantage appris, c'est à une époque de ma vie, à la fin, j'ai créé donc une société de communication événementielle. Oui. Et je m'occupais, entre autres, d'un prix littéraire. D'accord. Et ce prix littéraire était original parce que il était réservé aux auteurs qui n'ont jamais été publiés. Ok. Pas aux premiers romans, aux auteurs qui n'ont jamais été publiés. Ok. Parce que les premiers romans sont des auteurs publiés. Et pour faire la sélection, parce que j'en recevais un paquet, je crois, une année j'ai eu 2000 de manuscrits qui sont arrivés. C'est énorme. Donc j'avais un gars qui avait été patron de Calman Lévy et de Grasset, qui était à la retraite et qui venait me sélectionner les livres. Parce que j'ai une faculté Ah oui. un quart d'heure, ça y est, le livre, il est bon, oui. Ah oui, c'est ça, direct. Et je l'écoutais, parce que comme il venait de Paris, il travaillait dans mon bureau, et il parlait je l'entendais parler de ce qu'il faisait. Et donc j'écoutais, et j'ai essayé de mettre derrière l'oreille tout ce qu'il considérait comme être des défauts d'écriture. Et quand je me suis mis à écrire mon roman, j'ai essayé de mettre en pratique tout ce que j'avais appris en le regardant et en l'écoutant. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis bon, ce qui est intéressant dans un roman, c'est qu'on se fait le monde comme on a envie qu'il soit. Et bien sûr. Alors on part dans une espèce de délire. Oui, tout à fait. Voilà. Et justement, est-ce que tu es au courant de tout ce qui se passe dans l'univers technologique avec l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle? Pas du tout. Tu es loin de tout ça? Je suis loin de tout ça. Alors, dans le deuxième roman que j'ai écrit, j'ai recherché les caractéristiques géographiques de certains endroits où se situe l'action. D'accord. Mais j'aurais pu trouver ça sur Wikipédia ou sur je sais pas quoi. Bon, alors je me suis adressé à j'ai une application qui s'est greffée un jour sur l'intelligence. Je sais même pas comment elle est venue. Oui, d'accord. Donc quand je clique un truc, on me dit poser la question, donc je tape ma question. Oui, décrivez-moi tel endroit dans le désert à tel endroit. Bon, on me le décrit à partir de là. Oui. Je prends la description pour situer l'action que je veux écrire. Oui, bien sûr. Donc là, oui, ça me sert. Oui. Mais je n'ai jamais demandé à l'IA, parce qu'il paraît que c'est possible, de leur dire voilà telle action, écrivez-moi l'histoire. Oui. Alors effectivement, moi je te dis ça parce que j'ai appris à utiliser l'IA. Alors au niveau des livres, je m'en suis un petit peu servi juste pour certains livres pour corriger les fautes. Voilà, parce que ça m'a permis de gagner du temps. On en fait des fautes. On en fait beaucoup. Donc ça a aidé à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, moi ça me fait peur. Clairement, dans le sens où la productivité va changer. Parler de beaucoup, il y a beaucoup de livres en circulation. Oui. Là, il va y en avoir encore plus du coup. Parce que les gens vont se mettre à écrire des livres mais bon. avec l'IA. Oui, d'accord. Et si c'est pas lu? Voilà, il faut que ce soit lu. Parce que c'est bien beau d'écrire des livres. Encore faut-il qu'ils soient lus. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, on rentre dans une nouvelle ère qui va quand même, je pense, changer la façon de voir les choses. Oui, il est clair que les choses vont changer, mais on ne sait pas exactement comment. On est dans ces périodes que l'histoire a connues, sauf que peut-être les choses sont plus rapides aujourd'hui, où un monde ancien résiste à un monde nouveau. Tout à fait. Alors que un monde nouveau n'existe que parce qu'il y a eu avant lui un monde ancien, et que c'est sur les fondations de ce monde ancien que la nouveauté vient se greffer. Bien sûr. Mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. Ça se passe d'une manière un petit peu antagoniste, les vieux critiquant les jeunes et les jeunes critiquant les vieux. Et dans ces périodes où les repères se perdent, c'est la période de tous les dangers. Et dans l'histoire, dans ces moments comme ça, il y a toujours eu des guerres. Alors, croisons les doigts pour que les choses ne se renouvellent pas. Oui, tout à fait. En tout cas, Jean-Charles, je voulais aussi en profiter pour montrer à nos auditeurs donc ce livre sur les en anecdotes. coulisses. En Voilà. coulisses.
qu'on peut trouver. Donc ces romans, là, on peut les trouver à la Fnac. Alors, le roman, on peut le trouver, le commander à la Fnac sur comment ça s'appelle sur le roi des ventes en ligne. Sur Amazon, bien sûr. ou bien chez son éditeur. Oui. Le roman, on peut le commander chez son éditeur. S'ils l'ont pas, à mon avis, ils en ont plus. Oui. Non pas parce qu'ils ont tout vendu, mais parce qu'ils en ont pas commandé. Ils en ont pas recommandé. Oui. Mais ils peuvent l'avoir. Et ça, on ne le trouve que à la librairie de Montauban, La Femme Renard. La Femme Renard. Ok. Voilà. Très bien. Mais pour ceux qui veulent avoir les anecdotes du festival. Ou alors qu'ils m'appellent et je leur enverrai. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, Jean-Charles, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Moi aussi. Ça m'a fait plaisir d'échanger. J'ai pas été trop long, au moins. Franchement, non. Ça a été top. Tu étais à l'aise. Voilà. J'ai l'impression. Mais les micros ne m'ont jamais fait peur. Oui. Je pense que ça aussi, je le tiens de mon père. Parce que mon père travaillait chez Bouillet. Et il faisait de la sonorisation. D'accord. Et à la maison, il y avait toujours des micros. Et tout gamin, j'avais un micro à la main, et puis je parlais comme si... On voit que tu es habitué, effectivement. Et donc, le micro est un objet qui ne m'effraie pas. T'effraie pas, oui. Et puis, la timidité n'est pas ma principale vertu. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, merci. Merci de nous avoir reçus chez toi. Mais merci à vous deux. Et puis, on va retrouver de toute façon ce podcast sur TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Je compte sur vous pour partager cette vidéo pour qu'elle ait du succès, pour qu'elle soit vue par un plus grand nombre. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast Passion démentielle, le numéro 9, avec un nouveau entrepreneur passionné et passionnant. Ciao, ciao. Au revoir. Charles, merci.